Comment un micro-ordinateur, bricolé par un jeune ingénieur, s'est-il transformé en mastodonte pesant plusieurs milliers de milliards de dollars? Tel est le fil directeur de la fascinante histoire d'Apple. Découvrons-la ensemble. Précisons toutefois qu'il ne s'agit là que d'une des ressources proposées par innovation-stratégie.fr, qui est à la fois un site web, une chaîne YouTube, une newsletter et un podcast. Si nous devions donner un titre à ce deuxième épisode de l'histoire d'Apple, nous l'appellerions « Une transition délicate ». Mais commençons par un très rapide résumé des premières années d'Apple. Pour plus de détails, nous renvoyons bien sûr à l'épisode numéro 1 de cette série. Apple Computer a été créé en 1976 par Steve Wozniak, Steve Jobs et un troisième associé qui revendra ses parts quand l'entreprise devra s'endetter pour fabriquer ses premiers ordinateurs. À la suite de l'arrivée de Mike Markkula, qui injecte un capital significatif dans l'entreprise, Apple devient une société et à la suite du lancement de l'Apple II, elle devient une entreprise bénéficiaire et en forte croissance. Là où nous reprenons notre histoire, à l'automne 1979, Apple a déjà vendu plus de 40 000 Apple II. Sur un marché de la micro-informatique en forte croissance, mais qui reste marginal en chiffre d'affaires par rapport au marché global de l'informatique, sur lequel IBM règne encore sans partage, Apple fait partie des 3 plus gros vendeurs, avec Tandy Radio Shack et Commodore. Les cadres d'Apple sont toutefois convaincus que ce succès sera de courte durée en raison des limites technologiques de l'Apple II. Rappelons qu'il est fondé sur un microprocesseur moins puissant que celui de la plupart des micro-ordinateurs de l'époque, alors même qu'apparaît une nouvelle génération de microprocesseurs 16 bits avec l'Intel 8086 et le Motorola 68000, encore chers, mais qui pourraient être utilisés assez rapidement dans des micro-ordinateurs haut de gamme. Toutefois, l'Apple II, avec son abondante bibliothèque de logiciels et de périphériques, fera de la résistance. Jusqu'en 1986 et la sortie de l'Apple II GS, sur laquelle nous reviendrons, les améliorations restent toutefois assez cosmétiques. L'Apple IIe, lancé en janvier 1983, reçoit ainsi un écran en 80 colonnes et un clavier plus complet. Il est également peu coûteux à produire, ce qui permet à Apple de réaliser une marge confortable. En 1984, c'est une version plus compacte, destinée à faciliter son transport, mais sans les slots d'extension qui ont contribué au succès de cette famille d'ordinateurs, qui est proposée. Il s'agit de l'Apple IIc. Pourquoi si peu d'efforts sur l'Apple II? Tout d'abord, l'Apple II est un produit 100% Wozniak ou presque. Or, Steve Wozniak va prendre un peu de distance avec l'entreprise. Après l'introduction en bourse d'Apple en décembre 1980, Wozniak se trouve à la tête d'une fortune importante. Linz Meyer, l'auteur d'Apple Confidential, attribue d'ailleurs la rapidité de cette introduction en bourse en partie à la générosité de Wozniak, qui distribuait facilement des actions à des salariés qu'il jugeait méritants, de sorte qu'Apple dépasse en 1980 la barre des 500 actionnaires. Une barre qui déclenche toute une série d'obligations administratives proches de celles des sociétés cotées en bourse. Alors, tant qu'à en avoir les contraintes, autant en avoir aussi les avantages. L'introduction en bourse est un succès et 40 des 1000 salariés d'Apple deviennent millionnaires grâce à leurs actions ou stock options. Au moment où l'entreprise commence à lui remettre davantage de pression sur un projet de concurrent du tableur VisiCalc, ainsi que pour contribuer au projet du Macintosh, sur lequel nous reviendrons, Wozniak frôle la mort en s'écrasant au décollage aux commandes de son avion de tourisme. Cela le conduit à prendre du recul par rapport à Apple,
et a posé un congé de longue durée jusqu'en avril 1983, où il revient piloter les projets liés à l'Apple II. Irrité par le peu d'intérêt porté à l'Apple II par les dirigeants d'Apple, il démissionne finalement en février 1985. Entre-temps, en avril 1981, Michael Scott avait également quitté l'entreprise. Cela avait amené Mike Markula à reprendre les rênes d'Apple au niveau exécutif, laissant la présidence du conseil d'administration à Steve Jobs. On le voit, le poids des deux Steve dans les décisions stratégiques n'est plus du tout le même. Les efforts des ingénieurs d'Apple vont donc se concentrer sur 2 puis 3 projets destinés à remplacer l'Apple II. Le premier est tout simplement l'Apple III. Il s'agit d'un projet d'ordinateur qui se situe à beaucoup d'égards dans la lignée de l'Apple II, mais qui vise prioritairement les entreprises. Les dirigeants étant toujours persuadés que les ventes de l'Apple II vont fléchir rapidement, l'idée de positionner ce dernier comme un produit d'entrée de gamme pour les particuliers, tandis que le relais serait pris par l'Apple III au niveau des entreprises. La conception du produit est confiée à un groupe dirigé par Steve Jobs. L'Apple III est présenté en grande pompe en mai 1980. Citons rapidement ses caractéristiques pour les connaisseurs. Il embarque le même microprocesseur que l'Apple II, mais cadencé à 2 MHz, contre 1 MHz pour l'Apple II, jusqu'à 128 kilo-octets de mémoire, et un lecteur de disquette intégré 5 pouces écart d'une capacité de 143 kilo-octets. Il dispose de 4 slots d'extension au même format que l'Apple II et de 2 ports série permettant de brancher directement des périphériques externes. Ses capacités graphiques sont de bon niveau pour l'époque. 24 lignes et 80 colonnes en mode texte et 560 x 192 pixels en mode graphique. Il tourne avec un nouveau système d'exploitation plus sophistiqué que celui de l'Apple II. Un émulateur logiciel lui permet de faire fonctionner les logiciels écrits pour l'Apple II. Mais pour tirer parti de toutes ses capacités, les logiciels doivent être écrits spécifiquement pour lui. Globalement, ces caractéristiques sont impressionnantes pour l'époque. En outre, il permet d'accéder aussitôt à la vaste bibliothèque de logiciels et au catalogue des périphériques de l'Apple II, dont les ventes cumulées approchent à ce moment-là les 100 000 unités. Et pourtant, cela reste à ce jour l'échec le plus cuisant d'Apple. Que s'est-il passé ? Tout d'abord, son prix est élevé. 4 340 $ pour le modèle d'entrée de gamme et même 7 800 pour le modèle le plus cher. Rappelons que l'Apple II Plus est vendu moins de 1 200 $. Ensuite et surtout, la machine cumule les déboires techniques. Report du lancement effectif de juillet 1980 au début de l'année 1981, composants défectueux ou mal soudés, environ 20% des Apple III de première génération livrés n'ont jamais fonctionné, et graves problèmes de surchauffe. Même si Apple attribue tous ces dysfonctionnements à des problèmes de fabrication, ces derniers sont en réalité largement inhérents à la conception même de l'ordinateur. En dépit des avertissements des ingénieurs, Steve Jobs impose en effet des dimensions réduites et l'absence de ventilateur. D'où ces problèmes de surchauffe qui créent eux-mêmes une légère dilatation des puces électroniques qui finissent par se dessouder. Apple traite bien sûr ces problèmes. Retrait des horloges défectueuses et réduction du prix à 4 190 $ en février 1981, échange systématique des Apple III défectueux, et surtout, lancement d'un nouveau modèle en novembre 1981. Nouvelle socket, système d'exploitation amélioré, mémoire étendue à 256 kilo-octets, le tout pour un prix de base de 3 495 $. Le nouvel Apple III propose même en option un disque dur de 5 mégaoctets, option dont ne dispose pas le redoutable concurrent lancé en 1981 par le géant de l'informatique, l'IBM PC, dont la version de base ne proposait que 16 kilo-octets de mémoire, mais qui était proposé pour 1 565 $ avec des composants de qualité
et la réputation de fiabilité d'IBM. À la fin de l'année 1981, IBM avait déjà vendu plusieurs dizaines de milliers de PC et ses ventes augmentaient rapidement. D'après Apple Confidential 2.0, les ventes de l'Apple III sont alors estimées entre 3000 et 3500 unités par mois, soit environ 10 fois moins que l'Apple II qu'il est censé détrôner. En décembre 1983, la base installée est estimée à 75 000 unités, contre 1,3 million pour l'Apple II, dont les ventes continuent de croître. Il est donc beaucoup plus intéressant pour les éditeurs de logiciels de programmer pour ce dernier, ou mieux encore pour le PC d'IBM, qui bat des records de vente, que pour l'Apple III. Dans une dernière tentative, Apple lance l'Apple III Plus, qui introduit quelques améliorations, dont une horloge interne fonctionnelle, et réduit encore le prix, 2 995 $ pour le modèle de base. Mais entre-temps, les priorités des dirigeants d'Apple, et en particulier de Steve Jobs, ont changé, et 2 autres machines beaucoup plus révolutionnaires ont été lancées. En avril 1984, alors que les ventes cumulées sont estimées à seulement 120 000 unités, une note interne annonce l'arrêt de tous les projets visant à faire évoluer l'Apple III, et en septembre 1985, le produit est retiré du catalogue. Cet échec aurait pu mettre l'entreprise en difficulté, d'autant que de nouveaux concurrents redoutables sont arrivés sur le marché. Commodore a remplacé son PET par le Commodore 64 et Atari s'est lancé avec le 400 et le 800. Heureusement, Apple avait lancé d'autres projets pour remplacer l'Apple II. Le deuxième projet est issu d'une visite de Steve Jobs au grand laboratoire de Xerox à Palo Alto en novembre 1980, où a été imaginé un ordinateur avec une interface graphique pilotée par une souris. Steve Jobs est emballé par le principe. Il monte alors un groupe de travail pour concevoir un ordinateur pourvu d'une interface graphique comparable et qui pourrait être vendu 2000 $. De moins en moins intéressé par l'Apple III, Jobs veut prendre en charge ce nouveau projet révolutionnaire. Mais Scott préfère nommer John Kutch et confie à Jobs le rôle de porte-parole pour l'introduction en bourse en guise de lot de consolation. Très complexe, le projet ne respecte ni le planning ni ses objectifs en termes de coût. L'influence du prototype de Xerox, dont une quinzaine d'ingénieurs rejoint d'ailleurs le projet chez Apple, est très forte. Mais il ne s'agit pas d'une simple copie du Xerox Alto. L'équipe reprend le principe des icônes à cliquer et des fenêtres superposées, mais ajoute d'autres éléments, comme les menus déroulants. Il n'est d'ailleurs finalement pas le premier ordinateur à interface graphique, puisque Xerox finit par commercialiser un produit issu de l'Alto, le Xerox Star, présenté en juin 1981 et vendu non moins de 16 595 $. Vous ne serez pas surpris de savoir que ces ventes resteront marginales. Après environ 200 années-hommes de travail de conception, contre 2 pour l'Apple II, l'Apple Lisa est lancée en janvier 1983. Lisa est le nom de la première fille, alors non reconnue, de Steve Jobs, mais est traduit sous forme d'acronyme. Officiellement, cela signifie Local Integrated Software Architecture. Il est bâti autour d'un microprocesseur Motorola 68000 à 5 MHz, beaucoup plus puissant que ceux des Apple II et III. Il dispose d'1 mégaoctet de mémoire vive, ce qui est considérable pour l'époque, de 2 lecteurs de disquettes 860 kilooctets développés en interne par Apple, Steve Jobs y tenait, d'un disque dur de 5 mégaoctets et d'un moniteur intégré de 12 pouces, capable d'afficher 720 par 364 pixels. Totalement incompatible avec les ordinateurs alors vendus sur le marché, l'Apple Lisa est livré en standard avec un tableur, un logiciel de dessin, un logiciel de gestion des fichiers, un logiciel de gestion de projet, un émulateur de terminal et un traitement de texte. Évidemment, tout cela ne pouvait pas entrer dans l'enveloppe de 2000 $ prévue originellement. Lisa est donc vendu 9 995 $. Malgré ses caractéristiques impressionnantes, il est lent, et ses lecteurs de disquettes s'avèrent peu fiables.
Apple doit également mettre en place une force de vente spécifique, car on ne vend pas un ordinateur à 10 000 $, de la même façon qu'un Apple II. Enfin, avant même les premières livraisons en juin 1983, des rumeurs venues de l'intérieur même d'Apple sortent dans la presse, selon lesquelles Lisa aurait bientôt une petite sœur moins chère. Les ventes restent donc relativement faibles, ce qui n'encourage pas les éditeurs de logiciels à programmer pour la machine. Le fait de l'avoir proposé avec des logiciels maison n'arrange sans doute pas l'indifférence des éditeurs pour cette machine révolutionnaire. C'est sans doute pour remédier à cet effet d'éviction qu'Apple propose en septembre 1983 une version de Lisa sans ces logiciels pour 6 995 $. En janvier 1984, en même temps qu'est présentée sa petite sœur, Lisa fait l'objet d'une version 2, corrigeant plusieurs des défauts de la V1. Les lecteurs de disquettes Apple sont remplacés par des lecteurs Sony d'une capacité inférieure, 400 kilo-octets, mais plus compacts, 3,5 pouces, et fiables. Surtout, le prix est considérablement réduit, passant à 3 495 $. Les ventes vont alors quelque peu décoller, mais restent très inférieures à celles de son nouveau concurrent interne, le Macintosh. En janvier 1985, Apple modifie le nom de Lisa en Macintosh XL, mais en arrête la production quelques mois plus tard. Selon Apple Confidential 2.0, la base installée n'était alors que de 60 000 machines. Le troisième projet est, vous l'avez deviné, le Macintosh. Contrairement à la légende, il ne s'agit pas d'un projet impulsé par Steve Jobs. Sa genèse est d'ailleurs assez compliquée. Il prend racine dans la proposition faite à Jeff Raskin au printemps 1979 de prendre en charge un projet de console de jeu à 500 $. Spécialiste du logiciel, il est peu emballé par un système de jeu. Il conserve l'idée d'une machine d'entrée de gamme, moins chère que l'Apple II, mais propose de réfléchir à un véritable ordinateur qui serait intuitif à utiliser et propose de nommer le projet Macintosh, une variété de pommes. Il fixe les principes de base de la machine. Pas de slot interne pour que l'utilisateur n'ait jamais à ouvrir le boîtier. Une quantité de mémoire unique pour que les logiciels soient parfaitement adaptés à la configuration et puisse donc tourner sur tous les Macintosh. Il devra être transportable et donc peser moins de 10 kg. La première configuration envisagée est plutôt légère, sans mauvais jeu de mots. Un microprocesseur 8 bits, 64 kilo-octets de mémoire vive, un lecteur de disquette intégré d'une capacité de 200 kilo-octets et un moniteur intégré de 4 ou 5 pouces de diagonale. Oui, vous avez bien entendu, 4 ou 5 pouces de diagonale. Mais les écrans des premiers ordinateurs portables étaient vraiment très petits. Il imagine une interface où tout fonctionnerait à l'image d'un traitement de texte graphique. Il faut dire que Raskin a travaillé au Xerox PARC et que c'est lui qui a attiré l'attention chez Apple vers le potentiel des interfaces graphiques. L'objectif serait un prix inférieur à 500 $, qui serait progressivement abaissé à 300 $ au bout de 18 mois grâce aux effets de volume. Au niveau des délais, le lancement se ferait en septembre 1981. Le projet est approuvé en septembre 1979, mais en tant que projet de recherche, doté d'un budget très limité. Raskin se rend compte très vite qu'il est plus réaliste de fixer un objectif de prix à 1 000 $ qu'à 500. Le premier membre de son équipe est Burrell Carver-Smith, qu'il charge plus particulièrement de la conception du hardware, et la petite équipe reçoit aussi de temps en temps le renfort de Steve Wozniak. Le projet avance alors dans une logique de compromis entre prix et performance. On part ainsi sur un microprocesseur Motorola 6809E, plus performant que celui qui équipe les Apple II et III, mais nettement moins que le 68000 qui équipera le Lisa. On envisage aussi de remplacer le lecteur de disquette par un lecteur de cassette. En septembre 1980, le conseil d'administration veut annuler le projet, mais Raskin obtient un sursis de 3 mois.
Dans l'intervalle, Apple est introduite en bourse et Steve Jobs se retrouve sans projet. Il écarte alors Raskin sans ménagement en 2 temps, en prenant en charge d'abord la partie hardware, puis également la partie logicielle, ce qui conduira ce dernier à démissionner d'Apple en mars 1982. Jobs fixe des objectifs très ambitieux en termes de délai. Il parvient à faire du petit projet de recherche un projet de développement de nouveaux produits à part entière, avec des dizaines de salariés dédiés, tout en conservant l'esprit pirate qui animait le petit groupe depuis le début. De fait, il profite de sa position à la tête de la division qui couvre les 2 projets pour emprunter ce qu'il souhaite au projet Lisa, au risque de brouiller le positionnement des 2 machines qui devaient alors être lancées dans un intervalle de temps relativement court. Il vise d'ailleurs un lancement début 1982 et parie même que le Macintosh arrivera sur le marché avant Lisa. Il imprime sa marque sur le projet, insiste ainsi pour l'utilisation d'une souris, ou, comme pour l'Apple III, sur l'absence de ventilateur. Il fixe comme nouvelle échéance la National Computer Conference de mai 1983 et arbitre le moindre détail. L'équipe parvient à le convaincre que 64 kilooctets de mémoire ne seront pas suffisants et il accepte 128 kilooctets. Mais c'est en cachette que ses ingénieurs maintiennent la possibilité d'augmenter facilement la capacité mémoire. Par contre, il ne reproduit pas l'erreur de Lisa et intègre un lecteur de disquette Sony 3,5 pouces d'une capacité de 400 kilooctets. Surtout, il incorpore finalement le même microprocesseur, le Motorola 68000. Un soin particulier est apporté aux capacités graphiques. Mais le futur écran 9 pouces impose quelques limites. Le Mac aura finalement une résolution de 512 par 342 pixels en monochrome. On voit qu'on a quelque peu dérivé par rapport aux spécifications originelles de Raskin. D'un ordinateur d'entrée de gamme visant à conquérir le grand public, le Macintosh est devenu un rival moins cher du Lisa, que Steve Jobs, dès lors qu'il avait été écarté du pilotage du projet, n'a jamais cessé de critiquer. Évidemment, il ne peut pas être vendu 500$, cela ne ferait que couvrir les seuls coûts de production. Avec les marges habituelles, il aurait dû être vendu autour de 2000$. Mais John Sculley, qui a succédé à Mike Markula comme président et qui vient de chez Pepsi-Cola, met en œuvre une campagne de communication avec un spot sur le thème du roman de George Orwell 1984, qui marque l'histoire de la publicité, mais coûte aussi très cher. Le Macintosh est finalement lancé en janvier 1984, un an après Lisa, au prix de 2495$. Steve Jobs prévoit des ventes de 50 000 unités sur les 100 premiers jours et 500 000 d'ici la fin de 1984. En fait, les ventes seront d'abord supérieures, 72 000 unités sont écoulées en 100 jours, et Apple augmente ses capacités de production à 110 000 unités par mois. Mais les ventes fléchissent ensuite et tombent autour de 20 000 unités par mois. Finalement, à la fin de 1984, c'est toujours l'Apple II qui fait vivre Apple. Sa base installée d'environ 2 millions d'unités lui donne un avantage qui n'est remis en cause que par le PC d'IBM, qui a dépassé Apple en part de marché, et les innombrables fabricants d'ordinateurs compatibles avec ce dernier. L'entreprise est encore en bonne santé financière. Le chiffre d'affaires a dépassé le $1 milliard en 1983 et 1,5 en 1984. Les bénéfices fléchissent légèrement après avoir approché les $100 millions en 1983, mais restent confortables. Néanmoins, la situation concurrentielle est plus compliquée. Nous verrons comment Apple va s'en sortir dans les années qui suivent, dans le 3e épisode.